Bonjour à tous et bienvenue dans la 4e et dernière partie de l'épisode 10 du podcast Ifra Café. Moi, j'aimerais enchaîner avec tout ce que tu nous as dit là. C'est quand même assez impressionnant dans la vie d'une seule personne. Comment tu fais pour gérer ton emploi du temps? Écoute, tout est question d'organisation. Des fois, je trouve ça lourd. Des fois, je lâche un peu prise quelques jours. Tu vois, comme le week-end, je me permets de me reposer et tout ça. Mais comme par exemple, même là, en ce moment, l'hiver me tape dessus ces jours-ci, je vous raconte pas. Donc, je trouve ça vraiment difficile de se lever le matin, aller au gym. Mais je me gratifie chaque jour, chaque fois que je réussis à faire quelque chose, je me dis c'est une petite victoire. Même réussir à me démaquiller, genre et me faire ma petite routine et tout, je me dis victoire. Tu vois ce que je veux dire? Les femmes comprendront. Ouais, exactement. Ouais, désolé les mecs, ça c'était pas une référence pour vous, mais c'est la galère quoi. Donc n'importe quelle petite victoire. Je savais pas que c'était aussi difficile. C'est fatigant. Mais c'est parce que c'est le cumul de petits trucs, tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Comme par exemple le mercredi, j'ai 2 trucs de sport. J'ai le matin à 8h. Mercredi, c'est un jour. Quand je le finis, je me dis waouh, je suis une championne. J'ai mon gym le matin à 8h. Après ça, je vais au boulot et j'ai une autre séance de gym après le boulot parce que j'ai des objectifs là, tu vois. Et donc Hot girl summer. Là c'est situation spéciale alors. Ouais, mais en fait ce que je veux dire pour cette journée-là, faut que je réfléchisse à n'importe quel, parce qu'il faut que je prenne les vêtements pour après là, il faut que je prenne les vêtements. Tu sais, c'est comme beaucoup de gestion, c'est fatigant. Des fois, j'ai genre decision fatigue. Vous connaissez le truc? Quand genre tu arrives pour prendre une décision puis ton cerveau, il veut juste plus rien savoir. Des fois, j'en suis à ce stade-là. Il y a des journées qui se passent un peu mieux. Faut être empathique envers soi-même, Sabrina, pour répondre à ta question. C'est pas évident. Il y a des journées où tu vas pas y réussir et on a tendance à être très sévère avec soi. On a tendance à être très sévère envers soi, voilà. Et très difficile avec soi-même, à se culpabiliser. Faut respirer. Et ça, je le dis même à moi-même, parce que moi, je suis comme ça. Si la journée ne va pas comme j'avais prévu dans ma tête initialement, je me culpabilise beaucoup, mais c'est pas bien de faire ça. Faut relaxer, faut respirer. Donc la solution, c'est une bonne organisation et beaucoup de tolérance envers soi. Oui, une très bonne organisation et beaucoup de tolérance quand la journée ne va pas comme on veut. Mais c'est un day-to-day battle, tu sais. Et je te dis, quand tu sais, les gens en général, ils te demandent comment tu fais pour atteindre tes objectifs et tout ça. C'est vraiment les small habits que je vous dis, les toutes petites habitudes qu'on instaure, tu vois. Comme par exemple moi, l'histoire de ma vie, c'est de me réveiller le matin sans snooze. Je peux snooze pendant une demi-heure, 1 heure, guys, y a pas de problème. Avant. Et là, le matin, je commence je sais pas si vous avez entendu parler du 5-second rule. Ouais. 5-second rule de Mel Robbins. Ouais. Alors, ce 5-second rule, c'est que dès que le réveil sonne, tu commences à compter. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Parce qu'en fait, quand tu fais ça te force à te concentrer parce que quand tu comptes backwards, tu te concentres un petit peu plus que quand c'est. Donc ça active le frontal cortex ou je sais pas quoi, bref, un truc scientifique. Et ça t'oblige à sortir, à snap out of sleep. Et ça, c'est donc la séquence de démarrage, ça. Exactement. Moi, j'ai un ami, genre, son alarme, c'était résoudre une équation. Like 2x plus 1 égale 0. Et pour arrêter l'alarme, mais he was an engineer, so c'est comme ça qu'il se réveillait. Il était là, 2x plus 1. Mais honnêtement, le 5-second rule, ça a l'air stupide, mais c'est ce truc-là qui m'a aidé à me réveiller, à arrêter de snoozer, à commencer à aller au gym le matin. Vraiment. Donc c'est vraiment des petites actions comme ça, des petites habitudes que tu instaures par-ci par-là. Toujours cette Mel Robbins, désolée, je suis en train de vous faire un truc de gourou, mais cette Mel Robbins. Après cette émission, tout le monde va lire. Oui, il faut, je te jure, elle est magnifique. Pour aller au gym, tu sais ce qu'elle fait? Vraiment, c'est des trucs bêtes. Quand elle finit le 5-second rule, qu'est-ce qu'elle dit? Après, il faut direct faire le lit. Pas le faire impeccable, juste jeter les couvertures comme ça te donne pas envie d'y retourner. Il y a des gens, c'est ça leur galère quotidienne. C'est comme il y a des gens qui peuvent nous entendre et dire mais qu'est-ce qu'ils ont eux à galérer pour se lever. Il y en a pour qui c'est cool, mais il y en a que c'est vraiment daily battle. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Deuxième truc, elle fait son lit. Troisième truc, la veille, elle jette ses vêtements de gym sur son chemin vers la toilette. Comme ça, elle trébuche dedans.
Là, tu les as vus, les vêtements, t'es obligé de les mettre. Mais là, c'est un peu intense, là, quand même. What? Je te promets, tu es tombé dedans. Donc, c'est con quand même de te lever, de te baisser, de les mettre à côté, ça, et tu les mets. Direct, t'es habillé. Il reste maintenant juste aller au gym. Je te promets, c'est ça, ces trucs. Elle a vraiment des bonnes astuces. Écoute, tu sais, c'est drôle parce que tout à l'heure, hors enregistrement, on était en train de parler du fait que moi, j'ai du mal à aller au sport le matin. Donc, Voilà. écoute, peut-être que demain matin, je mettrai mes affaires de sport dans le trajet et Exactement. hop, direct. Tu vas trébucher dedans, t'auras pas le choix. Genre. C'est ça, c'est ça. Je te dirai si ça a marché. Mais il faut répondre à la deuxième partie de la question de Jalil. Ah, pardon, c'était quoi? C'est comme la pire expérience guys. et la meilleure. Eh oui, la meilleure. T'as c'est sauté vrai. sur la pire parce que j'espère que c'est pas elle qui t'a le plus marqué. Donc, Attends, j'espère qu'est-ce la- que j'ai dit? Ah, ce qui m'a... le plus marqué, c'est l'expérience que je suis en train de vivre en ce moment, qui est encore existante en fait. C'est que moi, j'ai commencé à travailler dans un cabinet d'avocats en 2011 en tant que parajuriste. Ça peut être interprété comme technicienne juridique, comme adjointe juridique, peu importe, du soutien juridique. Et à ce moment-là, j'ai travaillé là pendant 3 ans dans un cabinet boutique qui est très réputé. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'avocats qui sont vraiment connus. Et c'est là où j'ai rencontré mon boss actuel. Ce boss-là, c'est un avocat extraordinaire. C'est un juriste hyper connu au Québec. Tu tapes son nom, il est super connu. Mais il a sa propre façon de faire. Tu sais, tu peux pas le mettre dans un moule. C'est le genre de personne que tu peux pas mettre dans un moule. Quand tu fais partie d'un cabinet, je veux dire, il y a des règles à respecter, il y a des trucs. Lui, c'est le genre de personne qui n'arrivait pas à respecter toutes les, tu sais, la façon de faire établie. Et c'est pas nécessairement mauvais, chacun. Alors, du coup, il a décidé de partir à son compte. Et vu que c'est quelqu'un de très particulier, il y a pas beaucoup de gens qui réussissaient à travailler avec lui. Parce qu'il il est très last minute. Il y a pas beaucoup de gens qui ont réussi à suivre son rythme. Et la vérité, moi, il y a pas grand chose qui me dérange dans la vie. Tant que j'arrive à voir le fond de la personne et que ce soit un fond qui soit bon, il y a plus rien qui me dérange, tu vois. Tu peux être désagréable, marabout. Si tu es désagréable, je vais te répondre de manière désagréable aussi. Comme ça, on est égaux. Et on passe à autre chose. C'est ce qui s'est passé avec lui. C'est le genre de personne que si il est énervé à cause d'un procès et il parle mal, je vais parler de la même façon. Que tu sois mon boss ou que tu sois le président de je sais pas quoi. Et donc lui, il a aimé cette attitude en fait. C'est ce qui a fait que ça a fonctionné entre nous parce qu'on était capable de se tenir tête et de continuer à avancer malgré les obstacles. Et il a décidé de se lancer en cabinet, en affaires tout seul avec son meilleur ami. Et il m'a demandé d'être sa gestionnaire de cabinet / directrice. Et donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas avec un diplôme que j'ai eu ce boulot-là, c'est parce que je suis qui je suis et que ça a cliqué avec cette personne-là à un moment, au bon timing, quoi. Et c'est là qu'on a lancé le cabinet d'avocats et ça n'a pas été facile. On a commencé dans le sous-sol d'une maison. On était 3. C'était la hesse au début. C'était pas évident parce que, tu sais, il y avait beaucoup de boulot. Et le truc, c'est que c'est un super bon avocat. Donc, tous les clients qui étaient avec nous à l'ancien cabinet l'ont tous suivi. Mais on n'avait pas la structure pour, gérer tous ces dossiers-là. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est j'ai fait du copier-coller de ce que j'ai connu. C'est toute la structure que j'ai connue dans l'autre cabinet. J'ai juste remis sur pied exactement la même structure, que ce soit en termes de classer les dossiers. Tu sais, le classement, en plus, le barreau du Québec, il impose des règles de classement en matière de confidentialité des clients, conflits d'intérêts et tout ça. Le 3 ans d'expérience m'a vraiment formée. C'était une école. Et c'est ce qui m'a donné l'opportunité de recréer un peu le même modèle avec Karim, mon boss, et Michael, son meilleur ami. On était 3 au début, maintenant on est à peu près une quinzaine et on a déménagé au Vieux-Port de Montréal dans des super beaux locaux. Puis on est chaque année, on figure parmi les meilleurs cabinets au Canada chaque année. Félicitations, hein. En plus, le Vieux-Port de Montréal, c'est très sympa comme quartier, donc. Merci. Non, franchement, ça se passe bien. Ok. Moi, je vais te poser une question qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'on vient de dire, mais qui a quand même touché beaucoup de personnes qui ont regardé la Coupe du Monde de foot. Comment est-ce que tu as vécu cette Coupe du Monde, notamment vis-à-vis du Maroc? Écoute, on peut que être fier de ce qu'ils ont fait. Tu sais, au début, avant qu'on réalise l'impact que le Maroc allait avoir dans cette Coupe du Monde, j'étais quand même assez partagée entre le Canada et le Maroc. Je redoutais juste le match Canada-Maroc. Tu vois, je me disais, comment je vais me comporter?
Le match Canada-Maroc, c'était juste après le match. Attends, non. C'était quand? Il y a eu Maroc-Belgique. Right? Oui, il y a eu Maroc-Belgique, ensuite Maroc-Canada, et à la fin, c'était Maroc... Mais en fait, comment j'ai su Comment? Comment j'ai su que le Canada avait... Non, Portugal, c'est bien après. Ah, c'était après. C'était bien après, ouais. Non, mais comment j'ai su que le Maroc allait prendre toute la place? C'est quand il y avait le match Belgique-Maroc. On a éclaté la Belgique. La joie que j'ai ressentie était incommensurable. J'allais m'envoler. Tout de suite après, le Canada jouait avec la Croatie, je crois, ou avec une autre. C'est ça, c'est la Croatie. Ouais. Et j'ai zéro ressenti la même chose. J'aime le Canada, du fond du cœur. Mais j'ai compris que dans mon cœur, c'était le Maroc. Moi, c'est fou. Dans ma tête, moi, j'étais partagée. Mais mon cœur a vite décidé, rapido presto, il y avait plus de questionnement, tu vois. Okay. Donc oui, au début, j'étais un petit peu déchirée, mais après, franchement, c'était Maroc all the way. Et ça allait bien au-delà du ballon rond, à mon avis. C'était la Coupe du Monde de l'Afrique, c'était la Coupe du Monde des pays musulmans, c'était la Coupe du Monde des pays arabes. Et c'était la Coupe du Monde pour montrer à l'Occident d'arrêter de regarder de haut les pays, nos pays, quoi. Le Qatar, il a essuyé tellement de critiques, je m'en fous comment il a eu la Coupe du Monde, ça c'est à débattre, c'est une controverse, est-ce qu'il a payé, est-ce qu'il y a eu des pots de vin, j'en ai rien à faire. La Russie d'ailleurs aussi a eu la Coupe du Monde alors que c'est pas les champions du monde en matière de droits de l'homme. Ils ont tous payé. Mais voilà. Oui, tous. Mais tu sais, on en a parlé dans un épisode sur la Coupe du Monde, puis tout ce que tu viens de dire, on en a discuté, puis on a vraiment expliqué que le point de vue de l'Occident qui se prend de haut et qui regarde les autres comme s'ils étaient de la merde, là, c'était vraiment pas... Et que effectivement cette Coupe du Monde a mis en avant les communautés maghrébines, l'Afrique, le monde arabe, les musulmans, et notamment par l'exploit que le Maroc a fait. Donc moi, je ne peux qu'être fière de ça. Ouais, moi aussi, c'est exactement ça. Puis c'était comme l'exploit de tous les peuples opprimés. Ils se sont dit, regarde comment ils nous ont toujours regardé de haut, comme quoi une équipe africaine ne pourra jamais se rendre aussi loin. Et le Maroc faisait partie du carré d'or, donc... Ouais. On a quand même été les premiers de phase de poule, tu sais. Et quand je regardais les commentateurs, ils mettaient toujours le Maroc 4e en dernier, alors qu'ils ont été premiers. Là. Les pronostics, c'était genre juste hallucinant. Puis moi, j'ai trouvé ça vraiment bien. Tu sais, genre, oui, on connaît le Maroc de par la culture, la gastronomie et tout, mais tu sais, genre, ça a mis encore plus en lumière le pays. Puis j'ai regardé un reportage qui disait que avant les recherches sur le Maroc, c'était essentiellement en Afrique, en Europe. Puis là, pendant la Coupe du Monde, c'est un peu partout qu'il y a eu les lumières qui ont cherché Maroc. C'est comme, je connais pas ce pays. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Mais non, franchement, c'était magnifique. Et moi, j'étais au Maroc pendant le match. En fait, Espagne-Maroc, je partais ce jour-là. Donc j'ai vécu le match ici. Et après, j'ai pris l'avion. Donc l'avion, c'était la fête dans l'avion. Et une fois arrivé, en plus, le carrier, c'était la rame, mais l'avion, c'était un avion espagnol. Donc je te raconte, le staff, tout le staff était espagnol. On venait de jouer le match. On leur a fait le seum dans l'avion. Ils nous ont pas aimé. Tu sais comment les Espagnols, ils ont crispé, là. En plus, on a gagné tir au but. Le match était incroyable. Le match était incroyable. Franchement. Je pense que le vol aussi était incroyable. Le vol était fiesta, je te raconte. Ça dépend pour qui. Non, le staff a pas été. Imagine un staff rempli de Marocains. Un avion rempli de Marocains avec genre 5 staff espagnols, l'avion est espagnol, puis il y avait juste une hôtesse de l'air qui était marocaine, qui était la directrice du truc. Pas comment on dit ça? La chef de cabine, je sais pas trop. Ouais, c'est ça. Donc, oh là là, ils ont pas aimé leur vol, ils ont pas trouvé ça sympa. Mais sinon, le match de Maroc-Portugal, moi, je l'ai vécu au Maroc. C'était juste avant, en plus, le mariage de mon cousin. Je comprends pas comment le mariage de mon cousin se serait déroulé si le Maroc aurait perdu. Si le Maroc avait perdu. Je regardais ta story et je me suis posé la question. Je me suis dit, imagine tout le monde dans le mariage, ils avaient tiré la gueule et tout. Ça aurait été des funérailles, c'est sûr. Parce que on a vécu le match. En fait, c'est ça. On a regardé le match. Et là, juste pour se rendre, c'était à Fès en plus, le mariage. Juste pour se rendre en fait, bref, le truc qu'on fait avant le mariage, les meufs, là, coiffeur, tout ça. Pour se rendre du coiffeur à la salle, c'était un truc de fou, j'ai jamais vu ça. Mais c'était pas dangereux, tout le monde était juste heureux. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, t'es dans une foule au Maroc, puis là, en tant que fille,
tu te dis, ah putain, ils vont me, tu sais, ils vont Ouais. m'agresser, tu sais comment ça se passe, tu sais. Ouais. Surtout que Fès, maintenant, c'est une des villes les plus dangereuses au Maroc. Là, tout le monde était heureux, tout le monde se donnait des hugs, tout le monde se faisait des bisous. Le bonheur était vraiment palpable, puis j'ai été super, super contente d'être là à ce moment-là. Ouais, Franchement, c'était un j'imagine. beau moment. Et moi, j'attribue ça à la mentalité du coach, parce que je pense qu'il a vraiment, il les traite d'une manière qu'ils n'ont jamais vraiment connue. Il leur donne de la considération. C'est de la considération, c'est de la communication aussi. Je pense que c'est de la communication qu'il a établie. Et c'est super important parce que ça a complètement shifté la mentalité. Et c'est en fait, il croit en eux. Il y a deux sortes de coaching. Il y a qui coacher en étant un leader ou coacher en étant autoritaire. Je pense que ceux d'avant, ils étaient tous autoritaires en mode ils te rabaissent, ils t'insultent pour te forcer à te dépasser puis aller au-delà de ton niveau. Là, lui, non. C'était en fait, je crois en toi. T'es capable. Pourquoi lui, il peut et toi, tu peux pas? C'est une différente approche qui fait en sorte que tu y crois, en fin de compte. Et franchement, on y a cru. On y a cru. En vrai, on y a cru. On y a cru. C'est vrai, c'est vrai. Bon, Inch'Allah. Ben oui, on ne peut que faire mieux. On espère, Inch'Allah. On va passer à une dernière rubrique. C'est comme des questions. Puis tu vas devoir choisir entre une chose ou une autre. Ok. C'est des petites questions un petit peu moins sérieuses, juste pour un petit peu détendre l'atmosphère. Sabrina, est-ce que tu veux commencer? Du coup, est-ce que tu es team bastela au poulet ou bastela aux fruits de mer? Un fruit de mer. Pas de questionnement. Très bien, très bien. Ben, j'aime pas en fait le sucré salé. Donc, la poulet, c'est souvent sucré salé. Je suis pas trop... Tu sais, je vais la manger, mais... Alors que tu me dis pastilla fruits de mer, oh là là, je vais m'installer. Et tu vas la savourer. Ah oui, c'est clair. D'accord. Moi, j'ai une question pour toi. Déjà, on partage le même prénom. On partage la même origine. Puis j'ai vu qu'on partageait aussi une passion commune, qui est la danse latine. J'ai une question par rapport à ça. Est-ce que tu es plus bachata ou tu es plus salsa? Alors, je suis plus salsa, ça c'est indéniable. Okay. Mais j'ai commencé par la bachata. Parce que j'aimais plus la bachata au début. Okay. Donc, mais là, je suis que salsa. Toutes les compétitions que je fais, c'est salsa. Ok, intéressant. Mais j'apprécie la bachata. Ok. Puis j'avais Juste pas assez. Juste pas assez. C'est ça. C'est drôle parce que moi, c'est l'inverse. Oui? Je suis plus bachata que salsa. Mais écoute, il faut un peu de tout dans un monde, donc c'est très bien. Ma deuxième question, c'est est-ce que si tu devais choisir pour parler une seule langue toute ta vie, tu parlerais plus le français québécois ou ce serait plus Darija? Ben la Darija, c'est sûr. Ok. C'est sûr. Non, français, non. Je commence à élaborer. Je me dis, attends, il y a des gens qui nous regardent. Non, c'est pas possible. Ok. Donc, le côté marocain reste quand même assez fort en toi, finalement. Ah oui. Je suis trop patriotique. Là, j'adore le Maroc. Ok. En fait, juste toute la culture arabe, maghrébine en général. Africaine aussi. C'est ça. Aïe. On peut pas l'enlever facilement. Bah ouais, on est africain. Ouais, oui. Jalil? Moi, je voudrais savoir, est-ce que c'est une question qui fait beaucoup polémique, on l'a déjà posé sur le podcast, mais est-ce que t'es team ananas sur pizza ou t'es team j'aime pas les bonnes choses? Oh, comme ça, Jalil, t'as vu? Ah ouais. C'est tout ou rien. La clash par ici, là. Je suis pas venue en rebelle, là. Je suis venue en zone de paix, quoi. On peut skipper des questions, c'est comment? Non, je fais pas dans pizza ananas. Ça oh là là, mon cœur vient d'être brisé, Seigneur. Il n'y a pas moyen. C'est une bonne personne, bravo. Non. Il n'y a pas moyen. Je suis d'accord avec toi. Bon, Sabrina et Jalil, vous allez rester tous les deux. Puis finalement, avec Sofiane et Rita, on va rester tous les trois. Mais elle a dit qu'elle aimait pas le sucré salé, donc c'était prévisible. Voilà, c'est ça, exact. Aussi, c'est vrai. Sofiane, est-ce que tu avais une question? Je voulais savoir, money or fame? Ça, c'est comme la peste et le choléra. C'est comme choisir entre la peste et le choléra. Qu'est-ce que je t'ai dit? Les deux, ils sont toxiques. Non, pas du tout, parce que peste et choléra, tu chies du sang. Là, c'est juste money or fame. Enfin, ça dépend de combien d'opérations tu utilises l'argent pour faire. Mais...
Sofiane Ada, il y a moyen de le renvoyer de ce podcast. On a essayé Je rentre pendant dedans. plusieurs mois, ça n'a pas marché. Attendez, non, vous l'avez entendu ici au début, ok? Lisa, une députée qui demande à un immigré de rentrer chez lui. Donc, Non, mais franchement, T'as vu comment il twist le truc? Je te Mentaliste, mentaliste. Alors, pour répondre à la question, money or fame? Fame, la vérité. Ouais. Je suis Bon trop choix. extravertie, moi. J'aime ça, les gens. Allez! question bête, chocolatine ou pas en chocolat? attention Rita, hein. Je vais dire, Ça menace direct. Be honest. Oublie ce qu'elle c'est t'a la dit. guerre. Ben écoutez, moi, je disais quand j'étais petite, petit pain au chocolat. Ça va. Oui, oui, nous, Voilà comment en t'as Algérie dodge aussi, la on appelle question. ça petit T'as créé pain, une je- troisième Ouais. réponse, Rita. C'est dangereux, ça. Non, mais c'est au Maghreb qu'on l'appelle comme ça. Ouais, En on Algérie, dit on petit l'appelle pain. comme ça. On dit petit pain. Ouais. Elle a fait son choix. C'est bon. C'est bon, ouais, c'est bon pour moi. Ça me va. Bah, et du coup, poutine ou raclette? Poutine, guys. Ah ouais. Raclette, c'est trop élaboré. C'est tout un projet. Mets le fromage, mets le champignon, fais-le. Oh! Moi, je suis pas venue travailler, je suis venue manger. Vite, fais poutine. Ouais, mais c'est bon le goût, tu vois, il y a des saveurs. Moi, la poutine, mon problème, c'est que le fromage, il queen. Il Et faut j'ai un accepter problème la avec réponse ça. des gens, Rita, ok? Oui, mais je Qu'est-ce que donne tu You gave mon... her answer, that's it. C'est pas à toi qu'on pose la question, Ouais, Rita. On la pose à l'autre Rita. Oui, mais c'est moi qui l'ai invité, donc j'ai le droit de donner mon... Droit de réplique. C'est Ça ça. fait quand même 23 ans que je suis ici. Raclette, c'est les Français, quoi. C'est vrai. Donc, poutine. Je suis vendue poutine. Ouais, c'est Ok. le plateau. Ouais, Voilà. c'est vrai, exactement. Jalil, Ben, du coup, pour toi, ce serait cuisine marocaine ou Marocaine. cuisine canadienne? Oublie. Pourquoi tu donnes un T'as deuxième même choix, pas attendu Jalil? que je finisse la question. Oublie. Ah, mais tu es canadienne en plus. T'aurais pu comparer avec italienne, péruvienne. En vrai, même quand je formulais ma question, j'étais comme, putain, ta question, elle est éclatée. Mais bon, c'est pas grave. la réponse, on la connaissait déjà avant même que tu la poses. Non, mais c'est une école, la cuisine marocaine. Et En ça, vrai, je me suis dit, peut-être qu'on aurait eu une surprise, hein. On ne sait Ah jamais. non, non, non. Quoi, canadienne? À part la poutine, y a rien. Ah, ben, Ah, justement, la poutine, ça peut faire toute la différence. Arrête. Fromage Il y a qui le pâté queen. chinois, Qu'est-ce que tu as dit, Sabrina? il y a le pâté chinois et la poutine. Devant un tagine ou là une tangie. Ah, Ou là, une merde. stella. Ah, bon, voilà. c'est fini, c'est fini. C'est un art, la cuisine marocaine. Je pense qu'il y a beaucoup trop d'ancienneté dans la cuisine marocaine pour pouvoir être, Rivaliser avec. détrôné aussi Ouais. facilement. Ouais. Ouais. Moi, j'ai une question. Zigedon ou bien Chabi? Ah ben non, chébi, c'est sûr. Ziguedan, c'est genre le truc... Ouais, avec les voilà. cuillères, Ma là. ouais, ouais. grand-mère, non, franchement, vite. Écoute. Gros chébi, street tahor, tout ce que tu veux. Ok. Est-ce qu'il y en avait une autre pour vous ou c'était les seuls? Ouais, moi je voulais savoir, est-ce que tu préférais rester en mode entrepreneuse ou salarié mais avec un salaire de ouf? Entrepreneur. Là, en ce moment, moi, ce que je veux, c'est être en politique. Donc, ça serait plus salarié. Mais si c'était hors la politique, ça serait entrepreneur, c'est sûr. Ok. Parfait. Si c'était pas de la politique, en fait, que j'avais comme objectif, je trouverais un boulot en télétravail et j'irais travailler de partout dans le monde. Ça, c'est quelque chose que je voudrais faire. Ouais. Intéressant. Ok, très bien. Bon, ça, on arrive à la fin du podcast. Je vais te poser 2 dernières questions. C'est vraiment pour aider les personnes qui vont nous écouter si on veut s'engager en politique, par où on doit commencer. Je m'explique. Moi, j'étais à Québec pour mes études. Puis quand je suis arrivée à Montréal, je voulais comme faire des choses, des activités pour connaître du monde, puis m'intégrer un peu plus. Et j'ai vu sur la story de Hiba, je sais pas si tu te souviens, mais oui. elle a comme... Elle a dit. C'est ça, Non, exactement. Ouais, c'est ça. Elle a présenté un petit peu les personnes qui se présentaient en politique, dont toi. Puis comme moi, ça m'a donné l'envie de m'intéresser. Puis ce que tu faisais comme... C'est vrai que moi, je te trouve
comme étant une personne accessible. Parce que je t'ai écrit, tu m'as vite répondu. C'est vrai que tu montes un petit peu ton quotidien et tout. C'est comme ça enlève cette image de cette barrière de politicienne inaccessible. Puis comme moi, ça m'a intéressée un petit peu plus à la politique québécoise, canadienne. Puis je me pose la question de si j'ai envie de participer. Bon, moi, je suis pas une personne qui veut me présenter aux élections, mais je peux participer à mon échelle. Comme qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une personne qui veut participer, s'intégrer dans la politique? Alors, ben écoute, la manière la plus simple et la plus directe, c'est de carrément faire du bénévolat avec le parti qui représente tes valeurs. Donc ça, c'est le moyen le plus rapide. Sinon, si tu peux aussi, tu sais, à travers le communautaire, t'intéresser éventuellement à la politique pour quelqu'un qui commence vraiment, parce que moi c'est ce que j'ai fait en fait. J'ai atterri en politique sans vraiment le vouloir, mais moi mon objectif premier c'était de m'impliquer avec les communautés. Donc dans n'importe quel quartier, il y a un centre communautaire du quartier et ce centre communautaire là va organiser des activités, il va avoir comme un truc de tu sais des activités pour les jeunes, des cours de musique, alors on peut s'impliquer de cette façon-là aussi, c'est pas forcément la politique, mais pour s'impliquer en politique, tu peux faire du bénévolat avec n'importe quel parti politique. Il suffit juste d'aller sur leur base de données, ils répondent pas toujours la vérité, et de les relancer. Si vraiment c'est ce que tu veux genre être un peu plus toucher la politique active de manière plus palpable, c'est de faire du bénévolat avec le parti. Comme là, avec l'élection partielle qui va se dérouler dans ta circonscription, ben, ils sont à la recherche de bénévoles pour aller faire du porte-à-porte, bon, là, les pancartes, j'imagine, elles sont déjà mises, mais sinon, pour aller faire du porte-à-porte, pour assister à comme hier, il y avait l'ouverture du local électoral. Il y avait plein de bénévoles qui étaient là, mais c'est intéressant, c'est vraiment intéressant de s'impliquer, ne serait-ce que pour savoir qui prend nos décisions, comment on prend nos décisions. C'est vraiment important que les jeunes s'impliquent, c'est pas que pour les vieux, tu sais, c'est pas comme juste pour les personnes vieux jeux, c'est bien de s'impliquer, de savoir comment nos décideurs s'y prennent. C'est vrai, puis moi je te dirais comme n'étant pas québécoise et venant, tu sais, je suis là que depuis 5 ans environ, je trouve quand même que c'est une des choses essentielles, la politique, s'intéresser à comment le pays fonctionne, comment la province fonctionne, pour pouvoir s'intégrer correctement. Puis j'ai comme l'impression que les communautés, bon, je dis pas que c'est que la communauté maghrébine, mais en général, les gens qui viennent ici sont là comme, je viens ici pour un objectif, travailler, étudier ou quoi, pour un business, puis ils s'intéressent pas à toutes les choses à côté, puis qui au final sont importantes, puis qui vont impacter obligatoirement ton quotidien, le fait que tu vas pouvoir travailler facilement, pas facilement, avoir accès à un système de santé cohérent et correct. Donc c'est ça, comme moi, si je veux faire passer un message, n'importe où vous vous trouvez, si vous allez vous immigrer dans un pays ou dans une région, impliquez-vous, intéressez-vous à la politique, parce que c'est pas juste s'intéresser à la politique, mais c'est s'intéresser aussi à ce que vous allez pouvoir faire et pouvoir faire. Puis finalement, les gens qui ne votent pas, parce que moi je le vois aussi en France, il y a eu les élections il y a pas très longtemps, puis j'ai voté à l'extérieur de la France, donc je suis partie m'enregistrer c'est ça, mais je vois des Français qui sont ici au Canada et qui ne se sont pas inscrits, et moi j'étais comme, mais comment ça vous ne vous inscrivez pas? Comme, je trouve comme c'est ton devoir de citoyen. Devoir. Et c'est tellement important que le gouvernement te donne 4 heures pour sortir de ton taf et pour aller voter et revenir. C'est ultra crucial, parce que quand tu ne votes pas, et quand on a des taux de participation au vote des 30% municipales dans Côte-des-Neiges, c'est rempli d'Arabes, que des Marocains, Algériens, Tunisiens, et le support que j'ai reçu était énorme. À la fin, quand le scrutin est sorti, bon, évidemment, j'ai perdu, mais seulement 35% des gens sont partis voter. Vous voyez ce que je veux dire? Les Maghrébins ne votent pas. Si tous les Maghrébins seraient sortis voter ce jour-là et qu'ils m'auraient montré concrètement leur support en votant autant que sur la rue, parce que je l'ai reçu, l'amour, je l'ai reçu, le support et le soutien. Mais ça ne s'est pas traduit dans les urnes, parce qu'ils sont tout simplement pas sortis, parce qu'ils ne valorisent pas le geste, ils ne comprennent pas l'importance de ce geste-là et l'impact que ça a. Mais peut-être que le résultat aurait été différent si les Arabes seraient sortis, quoi. Peut-être. D'où l'importance de sortir voter. Et c'est pas dans notre culture, c'est pas dans notre mentalité. On ne nous a jamais inculqué ça. Donc on arrive avec ce bagage-là et on fait que le répéter, et on le transmet pas forcément à nos enfants non plus. Mais
c'est leur avenir aussi. Il est question de ton avenir, il est question de ton environnement et des lois qui régissent ta life. Tu sais, c'est tellement important. Clairement. Puis ça Donc, je m'amène pense à... que le message, c'est si vous êtes arabe et que vous habitez à Côte-des-Neiges, abonnez-vous à Ifra Café. C'est comme ça que vous allez voter. Plus vous mettez de likes sur notre page, plus vous allez mettre des votes pour Rita Ikhwan. Exactement. C'est ça, le podcast Ifra Café qui soutient fermement la candidature de Rita Ikhwan. Yeah. Puis ça m'amène à ma dernière question finalement par rapport aux femmes maghrébines et notamment aux femmes marocaines. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil pour peut-être se lancer en politique, pour faire valoir leur voix, que ce soit au Maroc, que ce soit au Canada ou n'importe où. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour leur donner cette envie de se lancer et de clamer haut et fort leur point de vue politique? La chose que je dis et que je répète à tout le monde, peu importe femme, homme, croyez en vous. S'il y a quelque chose qui vous anime là ici, croyez en vous et arrêtons de chercher la validation. Et je donne ce conseil, mais j'ai un problème aussi avec ça. Je suis tout le temps en train de chercher la validation et de remettre en doute ce que moi... Tu sais, par exemple, je vais donner un exemple. Tu écris un livre. Tu as passé, je sais pas, 5 ans, 6 ans à écrire ce livre. C'est le produit, le fruit de ton travail acharné. Et tu sors ton livre et puis là... tu attends que les critiques te disent ce qu'ils pensent de ce livre-là. Peu importe si ça devient un best-seller ou pas, sois fier de ce que toi tu as fait. C'est toi qui as travaillé. On s'en fout des critiques. Vous voyez ce que je veux dire? Si ce livre-là doit décoller, il va décoller, que ce soit maintenant ou que ce soit dans 5 ans. Il y a un auteur que j'écoutais, parce que j'écoute beaucoup de podcasts, dont Ifra Café. Et il disait, j'ai sorti un livre, puis il n'a décollé que 6 ans après. Quand je l'ai sorti, les gens n'étaient pas prêts pour mes idées. Ils ne l'étaient que 6 ans plus tard. Donc en fait, tout ce que je veux dire par là, c'est que si on a quelque chose qui nous anime, notre passion, notre détermination, on a un rêve à accomplir, il faut y croire, il faut se faire confiance, parce qu'on est les premiers critiques de nous-mêmes. Il y a personne qui te bloque autant que toi-même. C'est ça que j'essaie, que je preach et que j'essaie aussi de pratiquer, mais c'est pas évident. Il y a la théorie, il y a la pratique. Donc même pour moi, j'arrête pas de me dire arrête de te remettre en doute, arrête, tu as de la réceptivité, tu as du bon feedback positif, vas-y, table là-dessus et fonce. Donc foncez. Si j'ai un conseil à donner encore plus aux femmes, parce que il y a clairement un double standard dans toutes les sphères, oui, mais encore plus en politique, pour les femmes et racisées. Et je l'ai vraiment vécu à travers Dominique Anglade, quand j'ai vu le traitement qui lui a été réservé en tant que femme noire à la tête d'un parti. Il faut foncer, et il y aura des moments de doute, et il y aura des moments d'incertitude, mais il faut développer la capacité d'avancer dans l'incertitude, parce que l'incertitude fait partie de la vie, et la vie n'est pas agréable à vivre sans cette incertitude-là. Si tout est déjà tracé, il est où le petit... C'est vrai, le challenge, c'est vrai. Qui fait en sorte que ça nous donne envie de continuer, que... Il faut qu'il y ait ça, parce que s'il n'y a pas la pluie, on n'apprécie pas le soleil. S'il n'y a pas l'hiver, on ne va pas apprécier l'été. Donc, je pense que je suis très philosophique. Je pense que c'est ce qu'il faut appliquer dans la vie. Ok, très bien. Est-ce que les amis, vous avez une dernière question pour Rita? Non, je crois qu'on a fait le tour. Ouais, c'est bon pour moi. Parfait. Sofiane, il y a une critique là qui cache. Il y a une petite critique là qui le titille ici là. C'est vrai. Moi, j'ai beaucoup de choses à dire. C'est un peu it's the sadness of my reality. I have so much to teach and so little time. Mais c'est bien, mais j'admire, la capacité de croire en ces idées là dont je viens de parler. C'est Sofiane. Vous avez un exemple parmi vous. Incroyable, Sofiane. Dans 6 ans, peut-être qu'on sera réceptif à tes idées, Sofiane. Bah écoute, je suis patient. Ne nous oublie juste pas si tu deviens famous, ok? Oublie pas que tu as commencé avec nous, Ifra Café, qu'on était tes amis, on t'a soutenu. Ah non, moi je vous laisse tous tomber. T'as entièrement raison. Ah ouais. Ah ouais, Sabrina Gilles. Comment? Elle a validé direct. Elle a dit qu'il a raison. Comme on vaut pas le coup, je vois pas pourquoi je me battrais pour le garder dans ma vie. Oh my God. You know, that's what I love about you, Sabrina. En vrai, genre, c'est comme...
Mais non, bien sûr, moi, je n'oublie pas. Comment dire, je vous inviterai à quelques fois durant le Ramadan, tu vois, juste pour faire genre, sans caméra, sans rien du tout. Merci du soutien, Sofiane. C'est là pour vous, c'est là pour vous. Non, mais les gens changent, hein, c'est normal. J'ai jamais dit que j'étais autre chose, frère. Genre, dès le début, je vous avais dit ça. En tout cas, merci beaucoup Rita de nous avoir donné ton temps, de nous avoir permis de faire ce podcast. Comme je l'ai dit, tu es quelqu'un d'accessible, puis j'apprécie vraiment ça. Et puis j'espère que ça va donner des informations pour nos éditeurs à peut-être s'engager dans la politique, à s'intéresser peut-être. Et puis c'est ça, nous on vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye. Bye, merci beaucoup.